la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct, en public, au Théâtre L'Européen à Paris. Merci pour cet accueil incroyable. Merci d'être là, les gens. Merci pour cette ambiance. C'est archi complet depuis septembre au Théâtre L'Européen. Et on a mis en vente les places pour notre dernière de la saison au Théâtre du Châtelet le 29 juin prochain. On a vendu les 1200 places en 2 minutes. 18h02. Tout était complet. Donc soit vous êtes fous, soit vous avez beaucoup trop de temps libre, soit vous êtes radicalisés, soit les trois. Dans tous les cas, vous êtes le cauchemar de Gérald Darmanin. Et on vous aime comme ça. Merci à vous. Ou alors vous aimez juste voir en vrai, en chair, en élégance et en rigolade Juliette Arnaud qui est avec nous. Et bonsoir. Bonsoir Juju. Juju. Quelle acclamation. Ça va Juliette? Très bien. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine Juliette? J'ai regardé Roland Garros. Oui, Juliette est de droite. Ou alors peut-être que vous aimez voir en chair et en glande sudoripare Émeric Lompré qui est avec nous. Émeric. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que, pareil, petite question rituelle du dimanche, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine d'intéressant, j'entends? J'ai joué à Roland Garros. Ah, mais maintenant que tu le dis, d'accord. Catégorie senior. Ou alors venir voir en chair et en ronchonnage Pierre-Emmanuel Barré qui est là. Bonjour, c'est un génie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va Pierre-Emmanuel? Très bien. On me dit que tu es un génie. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Et vous, Guillaume, qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine? On vous demande jamais. J'ai travaillé pour faire cette exceptionnelle introduction, car c'est énormément de travail. Ok. On ne le dit pas assez. Le travail qui est une valeur fondamentale dans notre... Oh là, c'est bon. J'ai trop regardé Roland Garros. Excusez-moi. Et nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendes, Audrey Vernon et Marie Trébert. Allez. On est parti. On est au taquet comme un facho supporter du PSG avant qu'il se rende compte qu'il doit sa joie au Qatar. Hashtag les Arabes, hashtag il y en a des biens. C'est la revue de presse. Oui, c'est moi qui Pierre, commence. oui. Avec un petit hommage à mon compte Instagram préféré, le Tréma. J'ai une info. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Alors, il fait beau, il fait chaud. Alors, c'est parti pour la saison des corridas. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Bah non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment un divertissement complètement médiéval. Tu fais quoi vendredi? Si on allait voir un crétin en costume à paillettes tuer un taureau avec une épée et lui couper les couilles, ça devrait être interdit depuis 50 ans. Mais je pense aux abrutis de toreros qui en ont fait leur métier. Je voudrais pas les mettre au chômage, ils aiment estropier des gens sans défense et ça tombe bien, les CRS recrutent. Moi j'ai une info, nom de Dieu, mais c'est fou. Waouh. J'ai pas encore dit la blague. C'est déjà formidable. Des scientifiques ont créé des lentilles de contact surpuissantes qui permettent de voir dans le noir, même les yeux fermés. Non de Dieu, mais c'est fou. Ouais, hyper pratique quand t'as la flemme d'ouvrir les yeux. Moi je propose une lentille qui se met sur l'anus, comme ça quand t'as la flemme d'ouvrir, comme ça tu peux faire... Allez. Non, allez. Allez. C'était ça la blague, hein, c'est dommage. Allez, parce que en plus, moi, j'ai une info. Olé! J'ai beaucoup regardé Roland Garros. L'association Anticorps signale à la justice le cas d'un maire mis en examen pour viol et qui faisait payer son avocat par ses administrés. Et oui, parce que la loi, elle veut qu'un maire puisse se faire payer sa défense par ses administrés si c'est comme maire qu'il a agi. Alors moi, j'ai hâte d'entendre la défense de son avocat. Mon client viole! Mais c'est parce qu'il souhaitait renommer la place des Acacias en place Nicolas Bedos. Ah, ben ça va alors. Merci, bisous, merci. Moi, j'ai une info. Silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. J'adore faire ça. À Roland Garros, des joueurs étrangers se plaignent de l'ambiance, figurez-vous. Il y aurait trop de bruit dans les tribunes. Silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Alors que pour calmer tout le monde, il suffirait juste de dire « On vient de rétablir l'ISF ». Paf. Alors là, silence. Philippe Poutou est élu président de la République. Wow. Petites astuces que je donne comme ça. Alors justement, Guillaume, j'ai une autre info. Olé! Selon l'INSEE, plus d'un immigré sur 2 arrivant en France est diplômé du supérieur. Et pour remigrer Retailleau au Puy du Fou. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. J'ai une info. Mais non, plus de la moitié des vidéos les plus vues sur TikTok contiennent de fausses informations. Mais non!
Et si, la bonne nouvelle, c'est pour Nova, puisque les chroniques d'Emeric sont parmi les vidéos les plus vues de TikTok. Ça à moi, putain, yes. J'ai une info. Qui va gagner? Élection du premier secrétaire du PS, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol sont au second tour. Qui va gagner? Bah on sait pas, mais on attend avec impatience le vote de Daniel, Véro, Christophe, Olivier et Nicolas. Les 5 votants de ces élections passionnantes. Moi, oh, il y a des socialistes. Incroyable. C'est la première fois qu'on m'applaudit sur une information. Tout court, hein. Les 5 socialistes étaient là. Moi, j'ai une information. Il est où Thomas VDB? Pays-Bas, des bonbons Haribo contaminés au cannabis ont été rappelés. Il est où Thomas VDB? À Amsterdam. Encore une enquête rondement menée. Il est temps, à présent, de retrouver cette séquence. Oh là 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 là, qu'on a hâte. C'est une séquence qu'on a appelée les Infortantes. Car c'est des informations importantes. Et on l'a confiée, alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, à Emeric Lompré. C'est à toi. Merci Guillaume de me donner le bâton de parole. Ce bâton qui m'a rarement... Je recommence. Ouais. Merci Guillaume de me donner le bâton de parole. Ce bâton qui m'a rarement été... Si vous rigolez, je recommence à chaque fois. Ce bâton qui m'a rarement été donné, à part pour me donner des coups. Mais avoir à présent entre mes mains le bâton qui ne représente ni coup, ni heure, ni chon. C'est bien vu. C'est difficile de l'enchaîner après ça. Et pour moi, une grande avancée. Une grande avancée. Je ferai de ce bâton de parole l'usage le plus utile qu'il soit. Et quoi de plus utile quand les beaux jours arrivent que de faire de la prévention? En effet, trop souvent, dès que les beaux jours où le soleil dit coucou, bon, c'est pas bien écrit. Hein. Si, c'est bien. Tout le monde, nous sortons nos petits shorts, nos petits tops, nos petits souliers, parfois nos petits slips, et nous exposons nos jolis peaux au soleil. Et le soleil, bien que ami des fleurs et des panneaux solaires, est parfois le pire ennemi pour notre épiderme. Surtout pour les enfants lunes. Quoi? Oui, c'est inclusif. Bah, bien sûr. Alors, c'est peut-être un peu trop. Trop souvent, nous entendons au labo encore un cancer lié au soleil, Sylvie. Oh là là, dit Sylvie. Je vais donc cette semaine vous donner les indices UV en France. Ah oui. Et cette fois-ci, je pourrais faire toute la France, car celui-ci est assez étalé sur le territoire, comme une crème solaire qu'on étalerait sur tout le territoire, mais du corps. Vous êtes chaud? Excellent. Merci. Nord-Pas-de-Calais, 5. Picardie, 4. Alors que Picard, moins 2. Ce n'est pas parce qu'on fait de la prévention qu'on peut pas rire. Attendre, rire. Bretagne, 2. Pensez à mettre de la crème, notre petit rouquin. Est, 6. Pensez à vous hydrater. Car on le rappelle, votre région est la région d'Europe la plus éloignée d'un point d'eau. Mais nous y reviendrons dans une prochaine séquence appelée le mouvement des plaques tectoniques depuis Clovis. Faut être très défoncé pour rigoler, là. Alors, Paris, 6. Alors, bon, je sais pas à quoi ça correspond, les chiffres, mais quelqu'un sait ce que ça veut dire, les UV? On s'en fout. Bon, attention, on descend, là. Ça commence à être chaud. 7 entre Poitiers jusqu'à Lyon. Nous arrivons sur la Côte d'Azur et les Pyrénées. La 9. Merci Emeric, qu'on peut applaudir bien fort. C'était passionnant. J'ai pas fini. Non. Il me reste la Corse. Il me reste la Corse et les dom-toms. C'est combien? 11. Merci beaucoup Emeric, merci. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus intéressant que ça? Je sais pas, peut-être la publicité. Radio Nova, le grand mix. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Emeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h15, bientôt 16. Il est l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine. Elle est réalisatrice, mais surtout chercheuse et maîtresse de conférences en littérature française et francophone à Pittsburgh, Pennsylvania. Yeah. Mme Fatou Niang est avec nous. Salut Mme Fatou. Merci. Salut Mme. Merci. Welcome with us. Thank you very much. How are you? I'm doing very, very good. Ça y est, là j'ai épuisé toutes mes ressources en anglais. J'ai dit que tu enseignais à Pittsburgh
Pennsylvanie. Oui. Est-ce que c'est tout à fait exact? C'est un peu compliqué, mais Ah. oui, on va dire ça. On va dire ça. Oui, il y a un petit mystère déjà. Dès le début de l'émission, il y a un petit... D'accord. Oui. On va essayer de creuser ça pendant 2 heures. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à enseigner là-bas? Est-ce que tu en avais un ras-le-bol de la France? Non, c'est... alors, je vis aux États-Unis, mais je pense que je vis vraiment à cheval entre Pittsburgh, New York et Paris. Donc, pardon la planète. Alors, comment je me suis retrouvée là-bas? C'est un peu un accident de la vie. Je viens d'une famille avec une histoire un peu pas très simple entre le Sénégal, le Nigeria, et mes parents ont émigré quand j'étais jeune aux États-Unis. Donc, j'y ai passé une partie de mon enfance. Ah oui, okay. Et puis aussi un peu au Sénégal, un peu en France. Et je suis revenue faire mes études ici. Donc j'ai commencé une prépa, c'était n'envoyez jamais vos enfants en prépa. On donne des petits conseils pendant les études. Et puis l'école d'architecture de Lyon, donc moi voilà, j'ai fait des études d'architecte et puis voilà, il y avait un accident de la vie et je suis retournée aux États-Unis. Alors, arrivée aux États-Unis, je suis arrivée en Louisiane, donc à l'université, d'abord à Brown, pardon, où j'ai fait un master, puis à l'université de Louisiane. Et donc master en littérature francophone? En architecture et en littérature. Et alors c'est là qu'il y a une histoire assez dingue, parce que je m'inscris dans un master en architecture, parce que voilà, je vais faire ce que ma mère veut que je fasse. Et il y a un petit souci. Donc en fait, je suis en train d'écrire un bouquin sur cette histoire-là en ce moment. Et il y a un petit souci avec un cours qui coûtait super cher. J'avais pas les sous pour m'inscrire. Et la secrétaire me dit, mais il y a une nouvelle prof qui vient d'arriver, qui offre un cours sur les littératures africaines. Moi, j'avais jamais entendu ce nom. Et donc, juste mets-toi là, le temps qu'on puisse te trouver le cours d'archi que tu veux. C'est un truc de dessin satellitaire. Donc, et c'est dans ce cours-là que... Donc, quand tu viens dans mon bureau, aux États-Unis, je n'ai aucun diplôme sur les murs. J'ai le programme de ce cours. Encadré, qui me sert de diplôme, parce que c'est dans ce cours que j'apprends que Haïti était une colonie française. C'est dans ce cours que j'apprends la longue histoire de la colonisation française. Moi qui suis, de par mes origines sénégalaises, le résultat de cette histoire-là, et qui a passé une partie de son enfance en France à m'entendre dire, mais d'où viens-tu? Et donc voilà, c'est ce cours-là qui va vraiment lancer mon intérêt pour les études françaises, mais françaises dans le sens de qu'est-ce qui se passe quand on ouvre un peu la lunette et qu'on sort de l'Hexagone et qu'on pense la France dans cette histoire qu'elle a eue avec ses colonies, les Antilles, l'Afrique. Oui, il me semble qu'il y a une petite histoire à ce niveau-là. Oui. Ah non, mais toute petite de 482 ans et 5 mois. Oui. Voilà. Bruno Retailleau n'est pas d'accord avec toi sur les chiffres, mais bon, après... Retailleau, il n'est pas d'accord avec lui-même, donc... Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu enseignes alors là, pendant la publicité, on va dire ce qui s'est passé, tu nous as parlé un petit peu, tu nous as dit, j'enseigne, je t'enseigne, je vous enseigne, c'est-à-dire tu passes des émissions à tes étudiants? Je passe les émissions. Alors, par exemple, dans un cours que j'enseignais, l'année dernière, j'enseignais à l'Université Columbia, que j'ai dû quitter parce que, donc, si vous suivez la télé, on sait ce qui se passe à Columbia. Et en fait... Ah mais attends, tu peux nous rappeler ce qui se passe à Columbia? C'est les gens qui n'ont pas la télé, là, qui sont devant toi. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Ça, c'est les gens qui lisent Télérama, donc tu peux... Donc, non, moi je regarde la télé. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe à Columbia? Vas-y, Ébric, alors. C'est une histoire très longue. Mais j'ai que la 2, moi, donc je sais pas. Résume-nous ça alors, même. Donc l'année dernière, j'ai été embauchée comme professeur des universités à Columbia, et c'était un peu un rêve d'enfant qui se réalisait, sauf que cette université qui est ce qu'on appelle l'une des Ivy League, on était un peu dans un état de guerre civile entre une frange wokiste, c'est toujours les mêmes, et une frange un peu plus conservatrice, et lorsque les événements du 7 octobre ont commencé, en fait, ça a cristallisé un conflit qui courait depuis plus ou moins la naissance de l'université. Et donc, le Columbia est devenu un peu le symbole de la lutte pour Gaza.
d'un côté, et cette prise conservatrice qui, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, etc., on connaît, a décidé de... On connaît, ici on connaît bien. C'est une internationale. Donc voilà. Donc t'es parti suite à ça, je suis parti parce que c'était parce que l'ambiance était invivable. Non, j'étais dans un département qui était vraiment incroyable, mais ça faisait un peu prison dorée, quoi. Ok. Et puis donc le clown de la Maison Blanche qui arrive derrière ça, et donc je suis retournée. Donald Trump, pour ceux qui n'ont pas la télé, hein, je vois. Exactement. Mais il faut tout leur dire. Faut tout. C'est une émission de pédagogie. J'arrivais un peu. Ok. Juliette, t'as une question? Oui, tu viens d'évoquer les mots Ivy League, c'est-à-dire les universités les plus. Ils pensent qu'ils sont les plus. En fait, ils sont pas vraiment, mais en fait, si un peu. Les plus cotés, quoi. Quand même un peu. Est-ce que c'est un paradoxe qui a pas simple à piger pour nous Français, c'est les plus grandes écoles et c'est aussi les plus progressistes, qui contiennent... Non, et c'est pour ça, je ne sais pas, vous suivez ce qui se passe en ce moment à Harvard? Oui, oui. Alors Émeric, oui, mais alors... Comment ne pas en parler? Mais c'est... Je l'adore. Je crois que je vais le ramener à la maison. Oui, s'il vous plaît. Oui. Enfin. Alors lui, je le ramène. Il cuisine? Non. Si. Tu sais faire du tchèp? Comment? Tu sais faire du tchèp? Du quoi? Du tchèp. Il sait manger. Il sait le manger, mais pas forcément... du tchèp. Ouais. Raclette plutôt, mais... C'est l'équivalent. Non, c'est bon, on est gentil. Donc non, c'est assez intéressant en fait que tu poses cette question, parce que Harvard est attaqué parce que c'est censé être le temple du wokisme, mais ça nous fait délirer. Il n'y a pas plus c'est l'église, le temple, je sais pas exactement tout. Il n'y a pas plus conservateur que cette université-là. Donc c'est... Alors moi je choisis d'en rire, et je suis arrivée cette semaine des États-Unis et tout le monde me pose la question, mais comment ça se passe? C'est exactement la question que j'allais te poser après. Ah non, moi je trouve que je suis très heureuse de ce qui se passe aujourd'hui. Ah oui? Ah oui. Je n'ai pas peur, je suis très heureuse parce que... je sais pas comment l'expliquer. Je vais donner un exemple. Parce que tu es d'extrême droite aussi, hein, rappelons-le. Donc en fait, c'est mes copains. C'est là que j'enlève le masque. Et là, Donald Trump. Robert Ménard. Mais tu sais quoi, attends, on va faire un petit teasing, parce que là on va faire une petite pause et on saura dans quelques instants pourquoi finalement je suis heureuse. Assez bien la période. Je suis tout le temps heureuse aussi. Donc ça y est, t'as spoilé. Restez quand même avec nous. On va faire une petite pause musicale. On est ensemble jusqu'à 20h, on a le temps. On va se faire une petite pause, on va écouter Si les ricains n'étaient pas là de Michel Sardou. Un choix audacieux qui transpire la liberté. Allez. Easy tailleur. Calme-toi Guillaume, on va plutôt écouter un titre de mon année de naissance, 1973, un titre sans américain mais d'un Jamaïcain, Ken Booth, qui se pose la question suivante, qui dit la chose suivante dans le refrain: quelque chose me retient, est-ce que c'est parce que je suis noire? Je me demande si c'est parce que je suis noire. Is it because I'm black? Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, notre invitée, la maîtresse de conférence Mame Fatou Niang, et nous a rejoint Audrey Vernon pour sa chronique dans quelques minutes. Bienvenue Audrey. Mais avant cela, Pierre-Emmanuel, tu vas encore être hypocrite et faire semblant d'être gentil avec tout le monde parce que t'es en négociation de contrat. Et non, ça y est Guillaume, regardez, c'est signé. Je peux recommencer à vous mépriser. Tiens. Et vous ne pouvez rien me dire parce que la direction de Radio Nova a validé les clauses spéciales que j'ai fait ajouter à mon contrat. Je cite, je sous-signais Mathieu Pigasse, millionnaire de gauche, on a mis des guillemets sur de gauche, parce que c'est pas très crédible, autorise expressément Pierre-Emmanuel Barré à humilier à l'antenne Guillaume Meurice, humoriste de gauche, là on a mis les guillemets sur humoriste. Sera également fourni gracieusement à Pierre-Emmanuel Barré un gros bouton rouge que quand on appuie dessus, ça fait un bruit de prout. Regardez ça, mon précieux. C'est bien fait, hein. On a presque l'impression de sentir l'odeur. C'est parce qu'il n'est pas branché. C'était juste une tactique pour pouvoir péter tranquille à la radio.
Petite pensée pour les auditeurs qui nous ont rejoints pendant le P, qui doivent être là. Elle fait sa chronique sur Nova maintenant, Sophia Aram. Émeric. Émeric. Sache, Émeric, qu'à la demande expresse d'une de tes proches qui préfère rester anonyme car elle a honte de t'avoir mis au monde, j'ai signé une clause supplémentaire au contrat dans laquelle je m'engage à ne plus jamais te manquer de respect. Je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour elle. Une première fois, ça ne s'oublie jamais. Allez, on passe aux questions des auditeurs et cette semaine, c'est Julie qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où la classe unique de grande section CP, CE1, 4e terminale, CAP influenceuse de Madame Béchade se remet peu à peu de l'aventure traumatisante qu'elle a vécue lors de l'initiation à la spéléologie, clôturant la traditionnelle classe verte du mois de mai. Après plusieurs heures de marche dans une longue galerie aux parois humides, la petite troupe débouche sur une gigantesque grotte ornée de stalactites séculaires. C'est là que Madame Béchade dérape sur le sol glissant, entraînant dans une crevasse l'ensemble de la cordée. Plus de peur que de mal pour les explorateurs en herbe dont la chute est amortie par le cadavre de leur professeur, mais qui se retrouvent bloqués au fond de la cavité naturelle. Plusieurs heures d'attente et d'angoisse pour les enfants jusqu'à ce que le petit Timéo, intrigué par un souffle d'air pestilentiel venu d'un étroit boyau, finisse par trouver une autre sortie. Guidés par le héros du jour, les aventuriers remontent l'étroite cheminée et parviennent enfin à s'extraire du cul de la mère d'Émeric. Pardon, c'était pas vrai du tout la clause, je dois respecter Émeric. C'était un petit mensonge, mais avouez que ça valait le coup. Et d'ailleurs, vous savez quel bruit ça a fait quand ils sont sortis, les gamins? J'en ai plus rien à foutre. Je fais ce que je veux, j'ai re-signé mon contrat. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais même pas lire la question de Julie. Regarde ce que j'en fais de ta question, Julie. Hey! Merde, c'était mon contrat. Bon, bah, du coup, je sais pas si je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Pierre-Emmanuel Barré. Merci Corbin. On est toujours avec Mme Fatounian. Non, Mme non, mais là, non. Là, non. Là, avec non. l'argent des Français. En plus... Non, là non plus. Ça marche pas ton truc à prout. Ça marche pas. Je t'ai dit, Mme c'est pas Fatou branché. nous expliquait juste avant qu'elle nous enseignait. Oui. Et oui, revenons. Peut-être qu'elle enseignera pas celle-là. Tu vas passer cette chronique à tes Revenons au élèves. colon alors. Bon. Je me pose des questions parce que c'est un ami commun qui m'a fait venir ici. Il s'appelle Éric Lacadette. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Qui quand On même salue. est connu pour découvrir des étoiles. Et là, je sais pas. Ouais, là, on a les stars qu'on mérite, quoi. Hein, Je ouais. règle main, mais je sais pas, je me pose des questions sur son diplôme. mais bon. Alors, on parlait quand même juste avant Ouais. de wokisme, entre 10 000 Mais guillemets. c'est quoi le wokisme? Ah voilà, c'était ma question, C'est Mme quoi le Fatou. wokisme? C'est toi la personne intelligente autour Bah, de je cette sais table, tu pas. t'en es bien rendu compte? Je sais pas, tu vends des mugs où c'est écrit, il y a un truc wokisme. Où il y a, C'est quoi, il y a le wokisme? mot woke Ouais, dessus. je sais pas. Ben, alors on nous dit que ça vient des États-Unis. On nous dit ouais, attention, le wokisme c'est méchant parce que ça vient des États-Unis. Mais alors, moi je trouve que c'est assez rigolo. Il y a aujourd'hui en Floride, le gouverneur a pris un décret qui s'appelle Stop Woke Act. Donc il est interdit de dire le mot woke. Et il y a plein d'actions comme ça. Don't say woke ou don't stay woke. Et en fait, quand on le traduit, c'est super drôle parce que woke, ça veut dire être éveillé. Et ça veut dire littéralement endormez-vous. Endormez-vous. Et je trouve que ouais, ça dit quelque chose de... Ouais, ça marche. Ah oui, ça y est, non, il vient de lève-toi, s'endormir. toi, parce que tu as un chep à apprendre à faire. Non, je t'ai pas oublié. Mais tu disais juste avant que c'est pas une période qui te fait particulièrement flipper. Non, ça me fait pas peur, justement, parce que quand on a des choses, c'est tellement vulgaire, c'est tellement là, quand on est obligé de prendre des décrets pour dire aux gens, ne soyez pas éveillés, restez endormis, je trouve que c'est génial, parce que les masques sont vraiment tombés. Ben, toi, moi, on a eu du mal à un moment à dire aux gens, on a un projet, alors je sais pas, qu'on soit en France, en Italie, qu'on est dans des républiques, c'est super sympa, la République, c'est la chose commune, oui, mais c'est un projet, on n'y est pas encore. Et le projet, par exemple, quand on a fait la République française en 1789, les gens qui me ressemblaient, ils n'étaient pas libres, ils étaient esclavisés. Les femmes ne pouvaient pas voter. On a voté en quelle année, les femmes en France ? Pardon ? C'est un mec qui a répondu, t'as vu? Il a coupé la parole à toutes les Les pauvres ne pouvaient meufs. pas voter. Alors, donc, c'était un projet qui était imparfait. Et il a fallu qu'on signale. Et ce que je trouve excellent dans cette période, je me sens tellement bien parce que c'est comme
J'essaie de trouver une métaphore. On est en plein. Voilà, le PSG a gagné. C'est comme jouer un match de foot avec une équipe qui, en face, au lieu d'être 11, triche et hontément. Il joue à 22. Et toi, dans ton équipe de 11, vous êtes 3 parce qu'il y a 8 qui ne savent pas qu'il y a match. Mais c'est quand que t'as pas peur? Mais en fait, non, mais justement, je trouve que c'est super sympa. Là, du coup, non, justement, parce que... Attendez, du coup, c'est quoi le score final? Voilà. Non, parce que là, les membres, les 8 qui jouaient pas, ou qui nous disaient, mais vous êtes malades, se sont rendus compte qu'il y a match maintenant. Alors c'est un peu compliqué parce qu'ils sont en train de se déménager un peu pour savoir comment mettre leurs shorts, mais au moins ils savent qu'il y a match. Mais est-ce que tu penses que ces gens-là qui sont donc ce qu'on appelle des réactionnaires, donc qui réagissent... Non, les 8 de notre équipe, c'est tout ce qui... Moi je vois par exemple, j'ai plein de mes collègues, je peux citer les noms, qui sont mais aussi en France, parce que c'est... Alors on en parlait d'international, j'ai des collègues qui sont astronomes, qui sont médecins, qui se sont... C'est tout qui est coupé. C'est la recherche pour l'Alzheimer, la recherche pour le cancer, tout est coupé. Donc des collègues qui se disaient, alors c'est les wokistes qui sont en danger, nous on est bien. En fait, c'est un danger pour la science. Donc c'est les 8 qui dormaient et qui se sont rendus compte que voilà, il y avait game on. Et du coup, c'est super. Moi, je suis heureuse. Et le fait que Macron veuille récupérer les chercheurs et les chercheuses américaines... Il va faire comment? Me demande pas, je suis pas son porte-parole. Ça t'avait pas échappé. Non, moi j'enseigne un semestre par an à Sciences Po. Tout Sciences Po que c'est. Il y a des campus qui sont un peu mieux dotés. On parle de Sciences Po, c'est qui est censé être la Harvard française, c'est la Rolls-Royce française. On parle pas des écoles de commerce, mais l'université française, il y a des universités où il n'y a pas. Il pleut dans les salles. Donc il y a un moment, faut un peu respecter les profs français. Et moi, je trouve ça complètement fou de mettre 10 millions, 30 millions pour un chercheur, alors que l'université française a les problèmes qu'elle a. Non, refuser complètement qu'on fasse venir des chercheurs étrangers, alors je sais pas, alors que l'université française a les problèmes qu'elle a, quoi. Il est toqué, lui, de toute façon. C'est un bon résumé. Après, vraiment, la recherche française a un problème que moi ça fait 20 ans que les écoles de commerce ont compris un peu en s'ouvrant à d'autres langues, l'anglais, que l'université en tant que telle a eu un peu de mal à être vraiment attrayante. Et c'est vrai que la question financière est une grosse question, mais ce n'est pas la seule, parce que on peut être payé beaucoup moins, mais il y a quand même une certaine qualité de vie en France qui ferait que... C'est une question d'accès aussi à l'université, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est quand même plus... Ça paraît, en tout cas vu d'ici, plus compliqué d'accéder à l'université qu'en France. Ça dépend. Pour les Américains, oui, parce qu'ils sont tellement pas. non, mais et je le dis, mais vraiment. Dire une saloperie sur les Américains. Et en fait, c'est aussi l'une des problématiques qu'évoque Trump. Moi, je suis dans un département où sur 40 professeurs, il doit y avoir 2 Américains nés aux États-Unis, de parents américains. Pareil pour nos étudiants. Après, c'est pas de notre faute s'ils sont nuls en tout, quoi. Vraiment. J'ai l'impression que tu es en campagne présidentielle, là. Même non, mais attends, en parlant de ça, tu te rappelles que quand Eric nous a présenté, parce que je m'appelle Mam, il s'appelle Meurice, et on avait dit qu'on allait faire un ticket présidentiel Mameurice 2027. Ah oui. Et là, c'est notre premier meeting de pré-campagne. Il y a 2 électeurs potentiels, ça va pas suffire. Est-ce que vous cherchez des ministres ou des trucs la culture, on part d'un peu loin. Bon, on va voir. On va reparler de tout ça, on va bosser un petit peu tout ça, Mam. Mais il est 18h37 sur Radio Nova. On va retrouver celle qui a un podcast qui s'appelle Big Books. À une lettre près, c'est une catégorie YouPorn ou une chanson de Patrick Sébastien. C'est Audrey Vernon, bien sûr. Oh là là, j'ai des soucis, j'ai fâché un milliardaire, il a porté plainte contre moi. Il y a quelques semaines, j'étais avec mes enfants, gare Montparnasse, et en ce moment, il y a une grande campagne contre Bolloré. Il y a différentes façons de participer, les éditeurs indépendants se mobilisent, il y a de grandes manifestations en Bretagne, et on peut aussi saboter ces kiosques, les relais H. Moi, j'étais gare Montparnasse avec mes enfants, et ils voulaient un magazine pour le train. On était devant un relais, je leur dis OK pour le magazine, mais comme c'est chez Bolloré, dans ce cas-là, vous le piquez. Bravo, super maman. Chacun sa façon d'éduquer les enfants. Ils entrent dans le relais, ils piquent chacun un magazine, mais comme ils ont 5 et 9 ans, ils sont pas très discrets. Je leur fais signe de s'éloigner, et là, mon téléphone sonne. Numéro privé. Je décroche. Allô ? Oui, Madame Vernon ? Oui. Bonjour, c'est la police. Et là, je me dis, non, mais les progrès de la reconnaissance faciale dans les gares, c'est dingue.
Et ils me disent je vous appelle parce que vous allez être mise en examen pour diffamation par la société Pierre Fabre. Quoi? Les laboratoires pharmaceutiques? Oui, rien à voir avec Bolloré alors? Non, rien. Ok. Pierre Fabre, c'est une entreprise cosmétique qui a décidé de faire construire une autoroute, la fameuse A69, entre Toulouse et son joli labo. Et moi, il y a 6 mois, dans un post Facebook, j'ai dit qu'il était un peu contradictoire, voire psychopathe, de faire construire une autoroute, première cause du cancer du poumon, tout en achetant des labos spécialisés dans la guérison du cancer du poumon. J'ai dit que Pierre Fabre créait le poison et l'antidote. Susceptible. Ouais. Ça va. C'était bien dit en plus. J'ai donc décidé de profiter de cette tribune pour demander pardon. Et il se trouve que dans un festival de théâtre à Toulouse, qu'est-ce qu'il y avait en cadeau dans ma loge? Une trousse de produits cosmétiques Pierre Fabre. Si c'est pas le destin. Alors, pour me faire pardonner, je leur offre 1 minute de pub. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, achetez les shampoings Chlorane, les crèmes Aven, les sticks solaires Aderma. J'ai étudié la composition que de la qualité. De vraies crèmes de pétrole, un cocktail raffiné d'hydrocarbures, paraffine liquide, polyéthylène, exylbenzoate, PEG, propylène glycol, saccharine, c'est un édulcorant pétrolier utilisé pour masquer le goût. Le tout offert dans une magnifique petite trousse en polyester, textile synthétique fabriqué avec du... Pétrole. C'est tellement écolo, plutôt que de jeter les déchets pétroliers, on leur trouve une utilité commerciale dans les cosmétiques. On peut même le mettre dans les SUV. Un résidu devient du shampoing, une crème cicatrisante, l'illusion du soin avec la matière même qui rend le monde malade. Alors, merci Pierre Fabre de fabriquer des autoroutes, puis d'écouler les déchets de la pétrochimie. Enfin, merci pour les traitements du cancer du poumon qui vont soigner les conséquences des usines à bitume. Vive la pétrochimie! Vive les autoroutes, vive Pierre Fabre. Toutes mes excuses les plus sincères en espérant que vous allez retirer votre plainte. Et de la part de mes enfants, pardon aussi à Bolloré pour le manque à gagner. Ils étaient nazes en plus, les magazines. En espérant que je me sois bien rattrapée, sans rancune, les milliardaires. Audrey Vernon. Merci Audrey. Et merci Pierre. Audrey, on peut te retrouver cet été à Avignon avec 2 spectacles. Comment épouser un milliardaire, 2 Noces de cristal à la Syrie et comment traverser les sombres temps au Théâtre du Balcon, Festival d'Avignon cet été. Merci pour ça. Et quel bonheur après cette chronique qui nous rappelle que le capitalisme, c'est bien de la merde, de lancer une page de publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et Mame Fatou Niang, enseignante chercheuse en littérature française et francophone. On va parler discrimination, ségrégation, racisme systémique. On va revenir à tout ça. Je pensais que c'était une émission où on oui, devait rigoler. Bah là on va passer, tu vas avoir un petit côté, voilà, une petite chronique un petit peu plus légère, je dirais même un petit peu plus funky, qu'un sujet fédérateur, la Palestine. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors, on va parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs. Une petite anicroche, une petite, comme on dit dans le JDD, une petite bagarre, un petit conflit de voisinage. Mais Julien Courbet s'est rendu sur place, ça devrait s'arranger. En plus, vous avez vu Emmanuel Macron, il a pris position là, hein, fermement. Il a dit. Allez, non, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc ça devrait se calmer, mais il y a toujours, vous savez, dans les médias, ceux qui disent oui, le génocide, nanani, nanana. Alors bon, moi, ça a tendance à m'exaspérer, mais j'ai regardé ce qui se disait. On va essayer d'expliquer ça tranquillement. Déjà avec un classique, un spécialiste en géopolitique qui s'appelle Yvan Attal sur Radio J. Il dit que quoi ? Depuis 1948. Les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Voilà, ça il faut le dire. Il y a une jalousie. Non, c'est dommage que vous réagissiez comme ça. Il y a une jalousie parce qu'un génocide c'est sympa. On a tous envie. Moi je suis né à côté de Dijon. Et ben nous les Bourguignons, c'est vrai qu'un petit génocide ça ferait pas de mal. Mais ne serait-ce que pour l'industrie de la moutarde, ça relancerait. Bon bref, voilà. C'est dommage que vous n'adhériez pas à ça.
Puisqu'on en est aux spécialistes, allons voir la spécialiste déjà d'entrée de jeu, Elisabeth Lévy. Ce terme génocide alimente la haine des Juifs dans le monde entier. Il faudrait quand même commencer à se rendre compte qu'un génocide, c'est quand un gouvernement décide d'exterminer un peuple. Les Israéliens préviennent les Palestiniens quand ils vont bombarder. Ah là, oui, ça, il faut... Non, mais oui. Attendez, mais bien sûr. Voilà. Vous voyez, vous commencez à adhérer. Ça me plaît. Il faut le dire, les Israéliens, quand ils bombardent, ils envoient des mails. Attention, on va bombarder votre école. Alors, bon, des fois, ça tombe dans les spams. Donc, forcément, il y a il y a peut-être quelques petits soucis. Ou il y a des problèmes de Wi-Fi. Parce que depuis le dernier bombardement, c'est vrai que l'école ne marche pas très bien. Donc, vous connaissez le protocole. Vous éteignez, vous rallumez. Vous mettez la box dans du riz. Voilà, je donne aussi des petits conseils. Tant qu'à faire, mettez l'école dans du riz directement, d'ailleurs. En attendant... Vous pouvez tout à fait critiquer ce que fait Israël, mais il y en a assez, si vous voulez, d'employer un terme. La définition d'un génocide, c'est l'Allemagne nazie, pardon. Voilà, pardon les Tutsis, du coup, pardon les Arméniens, pardon les Amérindiens. Ouais, mais la grande vadrouille, ça parle pas de vous. Désolé. Et merci Elisabeth, sans qui mes chroniques seraient bien tristes, ma foi. Allez, continuons avec un autre spécialiste. Éric Woerth. On pensait qu'il était en tôle, en fait. Eh ben non, il est en stage de réinsertion sur CNews, le gars. Le terme génocide, il a un sens. Mais par exemple, vous, est-ce que vous dites qu'il y a un génocide, selon vous, en cours à Gaza? Non, mais il y a des populations civiles qui payent un prix extrêmement fort. Moi, je vais en Israël dans quelques jours. Il y a des rendez-vous avec des parlementaires. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, ça devrait s'arranger alors, parce qu'Éric va sur place. On va pas tarder à piger, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est flou. Il y a des enfants sans bras qui courent partout, il y a des gens en feu. Enfin, c'est extrêmement bruyant. Donc voilà, on compte sur Éric. On reste sur CNews avec une analyse. Alors, moi, je dirais, c'est ma préférée, c'est la plus brillante sur la situation. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Alors, il faut se mouiller la nuque un petit peu avant, les amis, là. Le faites pas chez vous, moi je le fais, je suis un professionnel, mais le faites pas chez vous. Alors là c'est intéressant parce qu'on n'est plus sur un génocide mais sur un baby-boom. Mais là attention, parce que là ça change tout. Là c'est pas du matériel médical qu'il faut envoyer, c'est Sophie la girafe. Vous envoyez des cartons, des peluches, pas de patrouille, voilà. Ceci dit, n'oubliez jamais ce que je vous rappelle quasiment toutes les semaines, Pascal Praud est la personne la plus modérée de l'antenne. La population à Gaza augmente. Ah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de... La population augmente. Non mais évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis. Je ne nie pas qu'il y a des morts. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le. Oui, dans cette période-là. Allez, retrouvez bientôt Pascal Praud avec un kéfier en train de crier « Free Palestine !» aux côtés de Rima Hassan et Greta Thunberg qui sont partis dans un bateau humanitaire pour essayer d'amener des vivres à Gaza en attendant la livraison de dignité et de neurones dans les médias Bolloré et consorts. Bonne fin de civilisation à toutes et à tous. Et merci Guillaume. On est toujours sur Nova. Je regarde la tête de notre invité, Mme Fatou Niang. Petite fatigue peut-être, Mme Fatou. Donc on a bien compris que le mot compliqué en ce moment, c'est le mot génocide. Merci Guillaume. Je vous en prie, à votre service. Mais en France, on a un autre mot compliqué, c'est le mot race. Pendant très longtemps, on nous a dit, à nous, Françaises et Français, qu'il ne fallait pas employer le mot race. Et puis, en fait, si, il faudrait. Est-ce qu'on peut avoir on peut faire un point là-dessus? Oui, très très vite. Et je vais revenir sur ce qu'on vient d'entendre. En fait, il n'y a rien de compliqué. Il y a un génocide qui se déroule en Palestine. Il faut pouvoir le dire. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Il faut pouvoir le dire. Et c'est la même chose. Alors, ce n'est pas la même chose parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Mais et ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure de... La raison pour laquelle je suis optimiste, je garde mon sourire malgré tout, même si les choses sont très difficiles. Je ne sais pas si j'aurai un travail à la rentrée, mais je garde un sourire parce qu'on est face à des choses qui étaient incroyablement folles, mais qui étaient masquées par le fait qu'on ne voulait pas mettre de mots, qu'on ne voulait pas mettre de chiffres. Et là, il y avait les une espèce choses de tabou, en fait. Mais tu parles tout à l'heure d'enfants étêtés, d'enfants décapités, de choses qu'on voit avec nos yeux et on nous
nous dit ce n'est pas ça. Et en fait, c'est ça, restez éveillés, ne croyez pas vos yeux. Et en fait, pour le coup, moi je dis que le wokisme n'existe pas. Les premiers emplois du terme, c'était dans les années 20. Il y a une chanson d'un bluesman qui s'appelle Ledbetter, qui chante cette chanson où il dit Stay woke, et c'est après l'arrestation de 9 enfants, 9 garçons, qui vont être arrêtés et condamnés à mort dans l'Alabama pour avoir regardé une femme blanche. Et c'est des garçons qui venaient du Nord. Et il fait cette chanson vraiment pour dire, mais restez éveillés, regardez ce qui se passe autour de vous, parce que c'est littéralement une question de vie ou de mort, pour vous ou pour les autres. Et donc, pour revenir à cette question de la race, de refuser de mal nommer, au XVIe siècle, il y a un projet, qui commence d'ailleurs au XIVe siècle, où l'Europe va essayer d'asservir des populations. Et on ne peut pas... alors, il faut trouver littéralement une raison pour asservir, parce que c'est illégal de mettre des gens en esclavage. On peut se retrouver en prison. On se croit un peu supérieur, donc métaphysiquement, il faut trouver une raison pour le justifier. On croit un peu en Dieu, donc on ne peut pas se retrouver devant les pearly gates et dire à Saint-Pierre qu'on a réduit ses enfants en esclavage. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles il faut trouver une raison de déclasser certains humains. Et la race est une invention blanche. Ce sont des blancs qui vont inventer une gradation. Donc on passe d'une société où la gradation était horizontale à une gradation verticale. Donc la race est inventée. Et ce que la France va faire, c'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et c'est super, c'est de se dire on a inventé la race, et ça a donné 2 des catastrophes les plus terribles de notre histoire moderne, l'Holocauste, la Shoah, et l'esclavage. C'est l'une des rares fois où ça va être dit en France. Et donc on va enlever ce mot. Et pour ne plus refaire cet accident. Et en France, on va aller assez loin, c'est-à-dire en 2013, on va littéralement enlever le mot de la Constitution. Voilà, non, pas de la Constitution, de tous nos documents officiels, sauf de la Constitution, parce que c'est un peu difficile. Il y a un article qui dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf si on était noir. Bon, bref, on va pas aller là. Mais ce que je trouve, c'est que donc l'intention est bonne, mais c'est comme un malade, genre je suis prof donc j'aime beaucoup les métaphores, c'est comme un malade qui est très très riche et qui va voir son médecin qui lui dit vous avez un cancer, alors mais c'est pas trop avancé, ça peut encore être pris, on est dans les temps, et qui dit ah non, moi je connais le mec qui gère tous les dictionnaires, c'est mon pote, il va juste enlever le mot cancer du dictionnaire et je suis guéri. Ça marche pas comme ça. Pas bien. Donc il faut nommer les choses, parce que voilà, je le disais tout de suite, on parle quand même de quelque chose qui, pour l'histoire française de la race, date de 492 ans. Et moi, quand j'étudie la race, je n'étudie pas la race comme un concept biologique. Je suis mariée avec un blanc, on a des enfants, donc c'est possible, ça veut dire qu'on n'est pas de 2 races différentes. Il n'y a qu'une race humaine, mais il faut revenir à l'enfance de cette idée, voir ce qu'elle a créé il y a 492 ans. Pourquoi, moi, quand je rentre dans un ascenseur, les mamies, elles tiennent leur sac, elles n'ont pas la même réaction pour moi qui suis une femme noire qu'avec un homme noir. Elles n'ont pas la même réaction avec une femme maghrébine qu'avec un homme maghrébin. Donc on a mis avec une femme asiatique, chinoise, qu'un homme asiatique. Donc il y a des choses qui ont été créées, qui ont été mises sur la race, qui ont été qui ont traversé nos cultures avec les musées, la culture, la chanson, les blagues, etc. Et il faut pouvoir soigner tout ça. Et on ne peut pas se soigner sans dire on est malade. Sans dire les termes. Sans dire les termes. Donc génocide, race, et voilà, on s'en sort. Et la colonisation s'est fait aussi au nom d'un mot qui a bien servi, qui s'appelle l'universalisme. Exactement. Alors est-ce que c'est pas une énorme douille, comme diraient les jeunes? Non, c'est pas une douille. C'est qu'en France, on a été un peu plus malin, un peu plus soft, un peu plus... Il y a des Anglais dans la salle? Yes. Non, les Anglais. Notre réalisateur qui s'appelle Malo Williams. Ouais. Yay, hey baby. Ça veut dire bonjour bébé. Hey. Tu sais faire du qu'il y a un traducteur. Ah, il sait pas faire du tchèp. Ils font bouillir leur nourriture, là, ça va pas du tout. Anyways, les Portugais, ils sont venus, ils y ont tout massacré. Les Allemands sont venus, ils y ont tout massacré. D'ailleurs, les premiers génocides, le laboratoire, c'était en Namibie, c'était en Afrique, de voir comment est-ce qu'on peut massacrer une population de manière extrêmement scientifique, dans des formules qui vont être réutilisées parce qu'elles sont toutes prêtes pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les Espagnols, ils viennent, on prend l'or, on zigouille tout, on va un peu passer le christianisme. La France va être... Les Anglais, pareil, on vient,
on vous laisse votre jeu, vos totems, etc., vos langues. Nous, ce qu'on veut, c'est l'argent. Et vraiment, il y a quelque chose de très très clair, c'est pour la thune. Les Français, ça va être un peu plus... Alors, il y a une petite pudeur. Voilà, une petite... Ça va être enveloppé derrière le... Voilà, on parlait de la mission civilisatrice. C'est pour votre bien, quoi, en gros. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi, on parlait tout à l'heure de mon très très grand ami PRAUD qui m'appelle Mam Foutou en l'air. Mais non. Bah, oui. Ouais. C'est son joli surnom pour moi. Il est un peu marrant. Il est marrant, moi je le trouve assez marrant. Fallait aller la chercher. Hein. PRAUD. L'enquête. Donc non seulement il sait pas faire le jab, mais il est mauvais en spelling. Non, donc très vite, quand moi je vais... Alors non seulement je parle de race, donc tout de suite je suis raciste. Bah non, je parle pas de la race comme concept biologique, je parle de la race comme concept d'organisation du monde. Et pour la colonisation, on me dit tout de suite, mais madame, vous parlez un français parfait, c'est quand même qu'on est venu mettre un peu d'ordre au Sénégal. Et les vaccins, madame, et les routes. Non, les routes alors quand même. Ah oui, les routes. Et voilà, donc c'est la mission. Donc la France a enveloppé tout ça, et derrière tout ça, on sait que c'était des sommes absolument faramineuses. La colonisation, et on dit très souvent que ce sont des choses qui sont pas là, mais si, je vais vous demander de googler d'où vient l'argent qui a construit l'Élysée, de googler à qui appartient la Tour Eiffel, légalement. Qui sait à qui appartient la Tour Eiffel? Eh ben, tu sais quoi, on va le faire parce qu'on va se faire une petite pause musicale et on va faire ce petit jeu. Pendant ce temps-là, on va revenir juste après un petit peu de musique. Donc j'ai bien compris que Michel Sardou, c'était non. Sardou, c'est très bien ça. Sardou, il était très gentil avec les Africains. Ben, sinon, moi je proposais Saga Africa, ambiance de la brousse. Non. Mais il est noir, ça peut pas être raciste, il est noir. Si. Si. Oh bah merde alors. Figure-toi qu'une femme, ça peut être misogyne aussi. J'ai des listes, mais bon, j'ai pas le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Kendrick Lamar et son titre All Right, où il énonçait en 2015 We're gonna be all right, le oui étant la population noire américaine, malgré les violences policières et la discrimination. Je vous conseille d'aller voir le clip, ça dure 6 minutes 54, c'est somptueux. C'était Kendrick Lamar, All Right. Vous écoutez Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invitée, l'enseignante chercheuse Mam Fatou Niang. Et elle est de retour parmi nous, celle qui s'intéresse aux animaux. La dernière fois, elle nous a parlé de porno et de dinosaures. Je n'en ai pas dormi pendant 3 jours. Pas par angoisse, mais parce que Aymeric m'appelait pour dire « Demande-lui les références des bouquins ». C'est le moment de retrouver Marie Trébert. Bravo. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous serions sur le point de comprendre les animaux. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, des algorithmes pourraient enfin décoder la communication chez plusieurs espèces animales. Récemment, des avancées scientifiques sensationnelles ont été réalisées à ce sujet. En 2023, des biologistes ont réussi pour la première fois à traduire un son émis par des baleines à bosse en langage humain. Et après des années à décortiquer chant et son, un grondement particulier, un whoop, a été identifié comme signifiant « je suis là ». La prochaine étape est de créer un whoop de synthèse pour tenter de dialoguer avec les baleines et leur dire aussi qu'on est là, au cas où elles n'auraient pas compris PTDR. Les études assistées par IA ont récemment révélé que les éléphants de savane africaine et les ouistiti communs donnent des noms à leurs congénères. On sait désormais, grâce au machine learning, que les cachalots pourraient avoir un genre d'alphabet phonétique assez proche du nôtre. Et en ce moment, des études sont menées pour cartographier et comprendre les vocalisations des corbeaux. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre les animaux ? Vous imaginez si demain, là, on arrivait vraiment à comprendre les animaux? Si on avait une petite machine là, qui permettait de traduire ce qu'ils se disent en temps réel, ça serait super ou ça serait horrible? Imaginez votre chat qui vous regarde un soir et vous dit « Hier, j'ai mangé tous les Xanax dans la salle de bain pour oublier la détention douce que tu m'imposes. Hier, je t'ai fixé en plein dans tes ébats sexuels médiocres, en me léchant la teub, puis j'ai gerbé une immense boule de poils sur la moquette. Pour que tu te sentes, vraiment, pour que tu sentes cette masse tiède sous tes pieds et te voir à 4 pattes nettoyer ces croquettes immondes que tu me sers au quotidien. Imaginez, dans votre jardin, les oiseaux qui chantent le matin. Piou, piou, piou. Putain, les taux de PFAS dans les vers de terre sont alarmants. Allez hop, debout là-dedans, secouez-vous les plumes. Allez, on va aller crever les pneus des SUV à coups de bec et jeter la soupe sur les nichoirs connectés. On veut la fin des jardins privés, des EHPAD tondus. On veut un revenu de graines universel pour chaque oiseau. Et surtout, on veut aller chier partout sur le chantier de la 69.
Imaginez, je sais pas, moi le soir, hop, vous posez avec vos écouteurs, vous mettez une petite playlist de chants de baleines, et puis en fait, là, vous comprenez tout ce qu'elles se disent. Ouh. Franchement, on peut pas faire confiance à un dauphin. Enfin, j'ai des amis dauphins, hein, mais il faut avouer qu'ils sont assez gênants, non? Attention, je suis pas spéciste, juste, ça serait bien qu'ils restent dans leur zone marine dédiée. Ils viennent taper dans nos belles réserves de krill, ils font des grandes migrations, et il faudrait leur faire une place chez nous en plus de ça. Krill, baby, krill. Bref, qu'importe la teneur de leurs mots à ces animaux, aujourd'hui, on doit bien voir ces êtres comme des individus et porter leur voix, aussi inintelligible soit-elle. Car l'un des grands arguments de ces recherches en intelligence artificielle, c'est que comprendre le langage des animaux nous permettrait de mieux comprendre leur vie, leurs besoins, afin de renforcer leur protection et leur statut moral. Et c'est vrai en un sens. Mais il ne faut pas que cette barrière interespèce soit un prétexte pour se rendre sourd au sujet de leurs souffrances. Des souffrances qu'on inflige et dont nous sommes responsables. Surtout que la communication animale, elle passe pas que par le langage, mais aussi par des sons, des comportements, des mouvements, des signaux chimiques, au sujet desquels nous avons déjà beaucoup de clés de compréhension. Est-ce qu'on a vraiment besoin de traduire la voix du vivant par intelligence artificielle pour savoir que les animaux nous diraient que c'est totalement écocidaire de reprendre le chantier de la 69 ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre littéralement la voix des animaux pour comprendre qu'ils souffrent de manière insupportable dans les élevages intensifs ? Tendre un micro aux orques de Marineland pour les écouter nous supplier de trouver une solution ? Écouter l'océan pour se rendre compte qu'il se réduit progressivement au silence ? En 2024, plus de 500 neuroscientifiques, biologistes et philosophes ont affirmé que les preuves scientifiques suggèrent à minima une possibilité réaliste d'une expérience consciente chez tous les vertébrés, reptiles, amphibiens, poissons, mais aussi de nombreux invertébrés, mollusques, céphalopodes, crustacés, insectes. Des preuves suffisantes pour considérer l'animal sans parole intelligible par notre propre espèce. Alors je pense qu'au final, l'humain, ça l'arrange bien que l'animal ferme ses gueules. Alors ouvrons grand nos gueules à nous, humains, car l'urgence n'est pas tant à la traduction, mais à la considération, à la reconnaissance du droit animal, au renforcement du statut moral et à la priorisation du bien-être de toutes les espèces. Merci. Marie Trébert, merci beaucoup Marie. Merci. Marie, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, La Boîte à Curiosités. Abonnez-vous en nombre. Et je signale Petite Folie du Vivant, disponible également en librairie. Mme Fatou Niang, tu es toujours avec nous. Je t'ai vu hocher la tête ostensiblement pendant la chronique. Oui, moi, l'un des sujets que j'enseigne sont les études décoloniales. Et les études décoloniales, moi, je vous conseille vraiment, il y a un des géants de la littérature, je ne dirais pas africaine, mais mondiale, qui nous a quittés il y a quelques jours, Ngugi wa Thiong'o. Faites une recherche sur lui, faites des recherches sur Walter Minolo. Et les études décoloniales, c'est qu'on est sur un ordre du monde qui est un ordre en fait très localisé, extrêmement occidentalisé, qui nous fait... quand j'ai une famille qui vient du Sénégal, une partie qui vient du Nigeria, le fait que les animaux parlent, mais c'est absolument une partie de notre culture. Et le vivant, il y a le vivant, le non-vivant. Les pierres parlent, les arbres parlent, l'océan parle. Et le fait de n'avoir une relation avec ceux qui nous entourent que par une relation de prédation ou d'études scientifiques, c'est complètement... Pour moi, alors, quand on vient de cet univers-là, on voit le monde autrement. Donc non, j'adhère complètement. Donc la prochaine fois que vous entendez décolonial, éclébokiste, non, décolonial, c'est juste se décentrer, s'ouvrir au monde, s'ouvrir... et quand on parle des sensibilités, c'est les 7 sens, pas les 5. Essayer de sentir le monde autrement. Je t'oublie pas avec mon chep. Émeric, toujours dans le visuel. Moi, j'aimerais bien savoir que deux pierres se disent quoi. Mais oui, non, mais écoute, touche-les. Non, mais c'est vrai. Couche-toi à côté d'une pierre et écoute-là, elles te diront ce qu'elles se disent. Donc c'est juste se décentrer. Mais t'es défoncé, Émeric. Aussi. C'est vrai qu'il le fait régulièrement, ça. Même non, donc. Je suis sorti avec une pierre 2 ans, moi. On va y revenir. Merci beaucoup. Merci Marie Trébert d'avoir été avec nous. C'était super. On va continuer à parler de tout ça. Mais breaking, no fucking news, priorité à la désinformation, c'est la publicité. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lomprey, Marie Trébert qui est restée avec nous et notre invité, Mme Fatou Niang. Il est 19h17. L'heure de laisser le micro à celui qui n'a pas compris qu'un micro, justement, c'est un appareil qui sert à amplifier la voix. Il va donc crier dedans. Faites du bruit, faites plus de bruit que lui, Pierre-Emmanuel Barré. Mais non! Mais non! Non!
cessez. Ça suffit, la merde. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous faites encore là? Ramassez vos kéfiers, vos tote bags bio, c'est bon, rentrez chez vous. Vous allez rater une ambition intime. La super émission de Karine Le Marchand, ça commence dans 1h30. J'adore une ambition intime, ça permet de découvrir une autre facette des candidats, de fissurer la carapace du responsable politique pour entrevoir l'humain qui se cache en dessous. C'est d'intérêt public, cette émission. Vous imaginez si elle n'était pas là, Karine, on ferait quoi? On voterait pour des idées, un programme, on élirait quelqu'un parce qu'on partage sa vision de la société. Et derrière, paf, on apprend qu'il aime le fenouil. C'est un être humain ou c'est un monstre? Au moins, grâce à Karine, on est à l'abri. On va choisir notre prochain président parce qu'on a vu qu'il respecte sa maman et qu'il est très à cheval sur la propreté. Et si, plus tard, on découvre qu'il aime faire des trous dans les migrants pour jouer maréchal, nous voilà à la flûte traversière, eh ben, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est comme ça. En plus, ce soir, une ambition intime, c'est super éclectique. Il y a Sandrine Rousseau, Gérald Darmanin, Fabien Roussel et Jordan Bardella. Parce qu'elle est comme ça, Karine. Elle est comme ça, elle met tout le monde sur un pied d'égalité, elle ne juge pas les gens, elle ne prend pas parti. Et ça, c'est vraiment un truc de gros lâche, quoi. Tout le monde. Tout le monde est là. Moi, je l'aime bien, Karine Le Marchand. Et ben moi, je la déteste, Karine Le Marchand. Elle est là, toute fière. Elle le dit, je suis neutre politiquement. Mais c'est exactement ce que je te reproche, Karine. De pas donner ton opinion parce que t'as peur de te mettre les téléspectateurs à dos. Désolé, mais t'as pas choisi la neutralité. T'as choisi la notoriété, les parts d'audience, la thune et ton petit confort. Hein, moi, j'en peux plus de tous ces animateurs, ces chanteurs, ces comédiens, ces sportifs qui, à chaque débat de société ou avant chaque élection, sont là. Ouais, je prends pas position, c'est pas mon rôle. Mais en disant ça, tu la prends ta position, mon pote. Hein, à quatre pattes, la bouche ouverte, en attendant le prochain président. C'est ça. C'est ça ton rôle si tu prends jamais parti, vite burne du système. Alors gastriquement, c'est pas idéal la lâcheté, t'as des petits relents de jus de couille toute la journée. En revanche, c'est vrai que professionnellement, ça te permet de présenter Vivement Dimanche pendant 30 ans. Ça doit être rigolo de jouer à Ni oui ni non au Festival de Cannes ou au concert des Enfoirés. Tu penses que les riches devraient payer plus d'impôts? Moi, je suis là avant tout pour divertir et donner du bonheur aux gens. Un second tour Mélenchon-Le Pen, t'as un favori? Le rôle d'un artiste, c'est de rassembler, pas de diviser. Gaza, c'est un génocide? Moi, je préfère me concentrer sur le positif. Je veux pas être instrumentalisé. Attention, derrière toi, il y a Macron. Mais non! Ah, perdu! Et remonte ton pantalon. Et attention, les sacs à foutre du showbiz, là. Je vous demande pas d'être de mon avis. Hein, je vous demande juste d'en avoir un. Qu'on sache vraiment à qui on a affaire. Les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, les fachos sur Insta, les bobos sur Nova, ils donnent leur avis alors qu'on leur a même pas demandé. Ils assument ce qu'ils pensent, mais vous, non. Vous êtes au-dessus de ça. Vous protégez votre petit jardin secret. C'est là que j'aime me retrouver avec moi-même pour cultiver mon fenouil et jouer des morceaux traditionnels à la flûte traversière. Alors, je suis pas médecin, mais faites gaffe, les neutres, les apolitiques, ça doit pas être bon de garder tout à l'intérieur comme ça. À force, ça va faire comme une occlusion intestinale. Vous allez tous exploser en même temps et il y aura de la merde partout sur le décor penché de Vendredi Tout est permis. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve en tournée, en spectacle un peu partout en France, au Bataclan en décembre et en podcast. Nous sommes toujours avec Mame Fatou Niang qui prend position. On ne peut pas te reprocher de ne pas prendre position. En fait, Karine, en fait, c'est ma voisine, donc je me dis que demain, à la boulangerie, ça va être sympa le retrait du pain. C'est ta voisine pour de vrai? Je suis pas sûre qu'elle écoute Nova. Oh, c'est vrai? Okay. Oh, bah tu lui conseilleras quand même. Okay. Elle se fera un avis comme ça. Elle en aura au moins un. Elle ne dit pas. La chronique est terminée. Attends, elle habite aux États-Unis, Karine Le Marchand? Non, elle habite à pas. Karine. Eh ben, donnons son adresse directement. Comme ça, The Market. Karine The Market. Alors attendez, parce que Karine The Market. On l'a. C'est parce que j'avais pas fait rire depuis longtemps. C'est vrai. Alors attends, on a laissé quand même les auditrices et les auditeurs avec un énorme cliffhanger, on appelle ça comme ça. C'est à qui appartient l'Élysée, à qui appartient la Tour Eiffel. Alors, on a dit aux gens, allez regarder sur Internet, etc. Quel est le résultat? Qui c'est qui a construit l'Élysée? Très bien, qui était, hein? Alors attendez, parce qu'il faut le dire au micro, parce que là les gens n'ont pas de micro dans la salle. Donc qui a construit l'Élysée? Mame Fatou? Croizat, qui était un négrier. Qui était un négrier. Donc, c'était de l'argent qui vient de Guadeloupe. D'où vient l'argent qui a construit la Tour Eiffel?
d'Haïti. Haïti. Donc la CIC, qui c'est qui a la CIC? La CIC est une entreprise qui a été construite pour blanchir des bons. Donc parce qu'il n'y avait pas en fait quand Haïti on leur a pas donné la liberté a été arrachée par les esclavisés. On a payé, on a remboursé les propriétaires des esclaves. Et comme cette disposition, parce que quand même on n'était pas complètement fous, n'existait pas dans la Constitution, il a fallu trouver un moyen pour que l'argent qu'on leur donne puisse rentrer en France. Donc on a créé une institution qui s'appelle le CIC pour blanchir cet argent. Et donc il y avait un petit ingénieur qui était pas trop mal, qui s'appelait Gustave Eiffel, qui voulait construire un petit truc qui devait rester le temps de l'exposition universelle de 1889. Et donc on a utilisé cet argent pour construire, on a blanchi pour construire la Tour Eiffel. Et si vous connaissez l'histoire de la Tour Eiffel, vous savez qu'elle était haïe par les Parisiens. Et finalement, voilà, elle est restée, elle est devenue le symbole de la ville. Donc c'est pour ça, moi, quand je travaille sur cette histoire, c'est pour ça aussi que je suis toujours très très optimiste, parce que on a une histoire de 492 ans. La famille de ma mère est arrivée en France en 1832, dans un pays où on va me demander tout le temps d'où viens-tu, parce qu'il n'y a aucune trace de cette histoire dans les livres d'histoire, dans tout ce qui constitue l'histoire, les musées, etc. Mais en fait, cette histoire, elle est partout, elle est là, parce qu'elle a construit Paris. Haussmann, Napoléon, ils vont financer leur guerre, ils vont construire. Et donc, ce qui reste, c'est de se dire, on a une histoire commune, que la France, ce n'est pas que l'Hexagone. J'ai adoré tout à l'heure, il a donné l'indice UV de l'outre-mer. C'est combien l'indice UV? Aymeric Lompré, toujours. 11. Non, mais c'est des conneries que je dis. Ouais. Alors, ne prenez peut-être pas tout au premier degré dans les chroniques d'Aymeric. Donc, voilà. oui, l'universalisme, c'est aussi ça, accepter de. Et très souvent, je me rappelle, on avait un président, quelque chose, petit Nicolas, je ne sais plus comment il s'appelle. Sarkozy. Qui, voilà, lui. C'est vraiment qui parlait de repentance. Mais il est très fort, il est très très fort. Qui parlait de repentance. Et en fait, connaître cette histoire-là, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas personnellement, personne ici, j'espère, n'a des esclaves. J'espère. On ne sait jamais. À part Guillaume, non. On ne sait jamais. Mais j'allais dire à part Mathieu Pigasse. Tout à l'heure, elle n'avait pas de chaussures. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fait travailler des filles, il leur donne pas de chaussures. Mais non, mais la responsabilité qu'on a, justement, c'est d'être éveillé à savoir qu'est-ce qui a construit que la société française, par exemple, elle n'est pas le résultat d'un génie particulier. Il y a des choses qui mécaniquement ont amené cette histoire-là, et que voilà, il faut qu'on puisse parler de manière dépassionnée de toutes ces choses pour pouvoir avancer. On ne peut pas on ne peut pas avancer, faire société. Et faire société, c'est aussi faire société avec les animaux, les vivants, les non-vivants, les pierre-lots. Si on se considère, si on a cette relation de prédation, moi je trouve ça complètement fou d'arriver dans un endroit et de dire il n'y a personne. Cet endroit qui s'appelait Haïti, la zone des montagnes, je vais l'appeler Saint-Domingue. Cet endroit va s'appeler la Nouvelle-York, la Nouvelle-Amsterdam, la Nouvelle-Orléans, alors qu'il y avait des gens. Et que ces gens, cet endroit s'appelait de cette manière-là parce qu'ils disaient aussi quelque chose de leur rapport à l'eau, aux pierres, etc. Donc connaître cette histoire, ce n'est pas faire preuve de repentance, c'est savoir qui on est, qu'est-ce que c'est que d'être français, d'être italien, etc. Et merci, Mme Fatou. Merci pour ce cours magistral. Eh bien, pour connaître notre histoire, encore faut-il lire des histoires. Et ça, c'est le rôle de Juliette Arnaud. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire, docteur. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci beaucoup. Bravo, Juju. Merci beaucoup. Dans sa chanson Chelsea Hotel, Leonard Cohen évoque une liaison fugace qu'il a eue avec une femme musicienne dans une piole du dit hôtel. Et ça commence cocasse, leur affaire. Elle lui dit je préfère les beaux mecs, mais pour toi, je ferai une exception. Alors, il ne faut pas s'offusquer, parce que la femme en question, cette musicienne en question, elle est dans le même camp. Elle aussi, elle serre le poing, et je cite Leonard Cohen, pour ceux et celles opprimés par les canons de la beauté. Et elle ajoute on s'en fout. On est moche, mais on a la musique. J'adore cette chanson parce qu'elle fonctionne aussi avec les livres, les siestes et les poneys. On s'en fout, on est moche, mais on a les poneys. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est incongru, c'est rarissime d'évoquer la non-beauté, selon les canons de la beauté, des protagonistes d'un récit amoureux?
Parce que dans le royaume du récit sévit l'universalisme des beaux, les détenteurs d'un capital esthétique solide. Ainsi, par exemple, les dieux et les déesses grecques, ils sont toutes et tous magnifiques, sauf un, Héphaïstos. Héphaïstos, parce qu'il est né infirme et boiteux. Et sa mère, elle n'a pas fait « Oh, mamine !» Non, elle l'a jeté de la falaise dans la mer. Dans les contes de fées, c'est pareil. Les princes et les princesses, ils sont décrits comme les plus belles personnes au monde, ainsi que Julien Sorel, Lucien de Ribempré et autres princesses de Clèves. Et puis Hollywood arrive, et alors là, vraiment, c'est le pompon. Il caste des filles vraiment très jolies. La fille, elle est censée être moche. Il suffit qu'elle se lisse les cheveux, qu'elle enlève ses lunettes et son appareil dentaire, elle se maquille et... Pouf, pouf, il n'y a plus de laideur. La société de consommation a les moyens de vous rendre jolie parce que vous le valez bien. Bref, les moyennement flattés esthétiquement parlant, voire les amputés de beauté, ou tous ceux et toutes celles qui se sentent de la sorte, sont littéralement invisibilisés. La laideur ne semble même avoir de valeur fictionnelle que lorsqu'elle est particulièrement spectaculaire. Gollum, transformé par l'anneau en créature archi-flippante physiquement, alors qu'au départ, c'est un hobbit. Quasimodo, bossu, borgne, boiteux et sourd. En fait, la laideur, c'est soit un objet de moquerie, soit un objet de terreur, voire les deux. Quand Balzac écrit son personnage féminin le plus atroce moralement, il parle d'une vieille fille. Bon, déjà tout un programme. Et vieille fille, pourquoi ? Parce qu'elle est moche. Eh ben oui, Balzac, il n'y a que les belles qui sont mariées et qui sont violées. Qu'est-ce qu'on rigole ? Donc il l'appelle la cousine bête, et pour qu'on soit bien sûr qu'elle est vraiment très très moche, elle est la cousine d'Adeline, surnommée la belle Adeline. Et toute l'histoire du roman, c'est comment la cousine bête passera de revêche à littéralement abominable, semant par esprit de vengeance la désolation et la mort dans sa famille, façon Attila. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais quand même, Juju, il y a Cyrano de Bergerac, c'est le vengeur des moches. Ben oui, parce qu'il met des trempes littéraires et littérales à quiconque ose moquer son physique disgracié par son nez péninsule, certes. Sauf que la vérité, c'est que Cyrano lui-même, il n'est pas particulièrement bienveillant avec ses consoeurs de disgrâce. Il le dit à un moment, mon nez, je le cite, m'interdit d'être aimé, même par une laide. Eh ben merci pour les laides. Et il ajoute ensuite le gros Cyrano. Ah non, je le confonds avec Gérard. Donc il ajoute tout court. Alors moi j'aime qui ? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit, mais qu'il est malin. Petite seconde. La vérité, c'est que Cyrano, il ne lutte jamais que pour lui. Il ne fait pas confiance 2 secondes à l'âme de Roxane pour reconnaître que l'essentiel est invisible pour les yeux. Il ne donne pas 2 secondes les moyens à Christian le beau, mais surtout, putain, le loyal Christian, de conquérir pour de vrai Roxane. La vérité, c'est qu'il fait leur malheur à tous les 3. Mais c'est pas ce qu'en retient la postérité qui crie gloire à Cyrano. Eh ben non, merde. Et puis un jour, de 2006, il y a une écrivaine qui commence son livre par les mots suivants. J'écris de chez les moches pour les moches. Et ça nous a fait une espèce de gigantesque frisson de joie sauvage. Elle s'appelle Virginie Despentes. Le bouquin, c'est King Kong Theory. Je comprends pas que vous ne l'ayez pas encore lu. Ce qui fait que j'ai hâte de réclamer l'épitaphe suivante. Votre avis sur mon physique n'a jamais eu aussi peu d'importance. Cher. Merci Juliette. Merci Juliette Arnaud. Et merci Virginie Despentes aussi. Merci Juliette, on peut retrouver en podcast, en vidéo, comme toutes les chroniques de Juju. Juliette, qu'on pourra aussi retrouver ce mercredi dans Le Score, l'excellente émission de Charline Roux à 18h30 sur Radio Nova. Tu es invité du Score et tu vas répondre notamment à cette question entre Pierre-Emmanuel, Émeric et Guillaume. Qui tu épouses, qui tu assassines et avec qui tu couches? Faites vos pronostics sur les sites de Paris habituels. J'ai répondu. Et elle a répondu, puisque ça a déjà été enregistré. Ah ouais Mme Fatou. Ouais. Merci, il faut que je passe à la pharmacie. Mme Fatou, je ne vais pas te poser cette question-là. N'aie pas peur. Ah bah si, c'est trop bien. Non, c'est parce que j'ai peur de la réponse un petit peu. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment, Mme Fatou? Qu'est-ce que j'écoute Salif Keita. Salif Keita. Et ben ça tombe bien. Très bien, puisque c'est pas Salif Keita. C'est pas ça, mais ça aurait pu. Mais c'est peut-être l'occasion pour Mme Fatou de découvrir, comme moi, une autrice, compositrice, chanteuse qui s'appelle Emma Peters, qui pratique un exercice acrobatique très plaisant, qui est chanter un chagrin amoureux sur un air dansant. Mention spéciale à son « Je rêve de tes mains sur ma taille et de tes tout petits cris ». C'était Emma Peters, déjà vu. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, notre invité Mme Fatou Niang. Et c'est le moment de la séquence
l'invité de l'invité. Toutes les semaines, on demande à notre invité de nous présenter quelqu'un. C'est pourquoi, autour de la table, nous a rejoint Alexis Peskin, qu'on peut applaudir bien fort. Bienvenue Alexis. Bonjour, merci. Bienvenue. Tu es artiste, tu es plasticien. Oui. Je me trompe pas, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà, nous définir un peu le terme plasticien pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme moi par exemple? Je fais des prothèses mammaires, des coussins. Non, en fait, plasticien, c'est tout ce qui touche à la plastique. Ouais. Donc en fait, c'est les arts plastiques, faire des œuvres. En gros, c'est les tableaux qu'on peut voir dans des musées, dans des galeries ou quoi. D'accord, donc c'est vaste en fait. Ouais, c'est vaste. Ça peut être aussi bien la photographie que la peinture, que la sculpture. Et ouais. Ok, alors toi, tu as développé quelque chose de tout à fait étonnant, enfin, en tout cas pour moi qui n'y connaissais pas grand-chose. Tu fais de l'acupuncture. Ouais, j'utilise plus ce terme en fait. J'appelle ça des power figures. En fait, j'utilise des clous sur mes œuvres. En fait, mon travail parle des expériences des afrodescendants à un niveau global. Et j'ai commencé à utiliser l'illusion de la sérigraphie en remplaçant les points par des clous de tailles différentes. Mais en fait, j'utilise aussi des matières comme aussi bien du bissap que de la terre, que du café, pour teindre le bois derrière et pour évoquer des choses comme la colonisation, ou des choses plus spirituelles aussi. Donc voilà. Donc c'est hyper étonnant. Alors bon, là du coup on est à la radio, mais c'est des grandes fresques avec des clous très 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 serrés qui donnent à la fois un tableau en 2D et en 3D. Oui aussi. Ouais. Si on regarde, c'est tridimensionnel et bidimensionnel aussi. Ouais. Comment est-ce que c'est toi qui as eu cette idée ou est-ce que c'était un art qui se développait déjà? Pour moi, les idées en fait nous sont toujours susurrées dans le monde immatériel en fait par nos ancêtres et voilà en fait. Et je pense que c'est pour ça que il y a des choses qu'on appelle des tendances, c'est-à-dire que souvent, il y a des choses qui ont besoin d'arriver dans le monde matériel. Donc moi, on peut me le susurrer à moi ou à d'autres personnes, ou à Mam ou à toi. Et en fait, chaque personne, de par ses expériences de vie, de par leur corps, de par la manière dont ils créent, dont ils pensent, vont faire sortir ces choses. Tu te laisses traverser en gros par tes influences. Ouais. Et après, ça donne des tableaux. Mais allez voir sur Internet, c'est l'inspiration en fait. Fascinant. Mais pour moi, ça vient c'est toujours là, en fait, toujours présent. Mais alors, on va parler de tes ancêtres, parce que j'ai lu grand-père paternel résistant juif qui a survécu au camp nazi, grand-père maternel menuisier habitant une favela de Salvador de Bahia, et tu es issu du mariage d'un père franco-russe et d'une mère afro-brésilienne. Oui. T'es le cauchemar de Bruno Retailleau, quoi. Là, PLS, direct. Ouais. Oui, mon grand-père en fait était résistant. Il a survécu Dachau, qui était un camp de concentration aussi. Et voilà en fait. Mais pour en revenir à ce qui se passe en ce moment, c'est de par les valeurs que j'ai reçues de par ma famille que je ne peux que être pour la Palestine, avoir de l'empathie pour ce qui se passe là-bas en fait. Par exemple, mais enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais... si, parce que ça va mieux en le disant, comme dirait l'autre. Ça, on sait maintenant. Et comment tu as été accueilli Oui, maintenant, on peut le dire. On peut dire ce qu'on veut. Ça y est, maintenant, les chevaux sont lâchés. Comment tu as été accueilli dans le milieu de l'art, qui est un milieu assez bourgeois, assez fermé? Comment tu as été accueilli à tes débuts? On va dire bien. Ce qui est intéressant dans le milieu de l'art, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait des études d'art. Mais c'est que personne, vraiment, dans les écoles, on n'apprend pas les clés du game. En fait, il faut vraiment que tu trouves comment ça fonctionne toi-même, si tu décides. Parce que moi, ce que j'ai toujours fait... Il faut s'imposer, tu veux dire? Pour s'imposer, pour en vivre, en fait. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas que il faut que tu sois avec une galerie pour être en vrai dans le milieu, ou quoi. Enfin, pour que tu sois reconnu dans un sens. Moi, j'ai essayé. Fait, toi, alors? Sinon, tu vends pendant longtemps, pendant 13 ans, 15 ans, je vendais mes tableaux moi-même. J'ai essayé, je faisais des petites expositions. Tu commences dans des restaurants, dans des trucs. Les États-Unis aussi, ça compte. Oui, j'ai fait des études aux États-Unis. Même Fatou, elle souffle les réponses. Oui, mais même en ayant fait des études d'art à Howard University, qui est une université afrodescendante, la plus grande université noire des États-Unis. Du coup, en fait. Même en ayant étudié l'art, on ne te dit pas vraiment comment ça marche en fait. Et donc en fait, c'est toi qui dois
te débrouiller un peu pour... J'ai l'impression que tu veux pas trop dire comment ça marche. Tu veux garder tes secrets pour toi. Non, mais après, c'est singulier. Oui, non, mais il y a tellement de trucs, en fait, c'est que... Par exemple, ChatGPT. Aujourd'hui, c'est plus simple. On est sûr que c'est pas de l'IA ce que tu fais. Ça, non, mais il faut savoir écrire sur son travail, il faut savoir... en fait, tu peux t'exprimer à travers... Moi, ce que je fais, c'est que je m'exprime à travers les images. Mais s'il n'y a pas... en fait, la différence, c'est aussi de pouvoir... Si toi, tu sais pas le faire, il faut que quelqu'un écrive pour toi, pour qu'on puisse connaître tes idées. En fait, c'est dur de savoir se présenter soi-même. Oui, il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est les curateurs qui vont mettre ton travail dans des expositions. Donc, il faut aussi connaître des curateurs. En fait, si tu peux pas rester juste chez toi et faire le truc, il faut partir, en fait, échanger avec les gens, voyager, aller un peu partout. Et après, il y a un côté aussi un peu magique qui se passe dans ton parcours. Mais pour moi, en fait, il faut voyager, il faut échanger avec les autres, il faut ouvrir son esprit. Merci beaucoup, en tout cas, Alexis. Merci de nous avoir partagé ça. Et allez voir les œuvres Alexis Peskin. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup pour ton travail et merci d'avoir été avec nous. Allez, ras-le-bol d'entendre des trucs intéressants. C'est le moment de zapper sur Sud Radio ou d'écouter ce qui suit, c'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invitée, Mame Fatou Niang, qui est toujours avec nous. Et elle vient de nous rejoindre et elle vient de renverser son verre. C'est dire à quel point elle est prête. Celle qui a un nom espagnol, une carte d'identité belge et une grande gueule, comme une Française et comme on aime. Florence Mendes est avec nous. Alors, on me reproche souvent de faire des blagues trop trash. Bon, si c'est le cas, dites-le moi. On peut convenir d'un code. Vous n'avez qu'à faire un truc genre... si je vais trop loin, j'ai le même code avec Pierre-Emmanuel. Alors... Aujourd'hui... Non. N'applaudissez pas. Vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de m'en prendre à un homme politique, mais j'aime pas taper sur le mec de gauche. Du coup, j'ai décidé de taper sur Manuel Valls. Alors, j'ai fait des recherches. Manuel Valls est né un 13 août. Le 13 août, qui est la journée internationale des gauchers. Voilà, marrant pour un mec qui politiquement a toujours confondu sa droite et sa gauche. Faut dire que Manuel Valls, il fait avec sa veste ce que Zaz fait en vacances avec sa seule culotte. Il la retourne. Premier jour à l'endroit, deuxième jour à l'envers et le troisième jour, tu grattes. Alors, vous le savez, Valls, il est né à Barcelone, un pire truc qui nous vient de la péninsule ibérique depuis la grippe espagnole. Et encore, la grippe espagnole, au bout de 2 ans, on était parvenu à l'éradiquer. Donc, il a été naturalisé français en 1982. Et c'est peut-être le seul argument que je peux entendre quand quelqu'un me parle de durcir les règles pour obtenir la nationalité. En politique, Manuel Valls n'a pas particulièrement brillé. On se souvient de sa phrase « Mets-moi quelques whites, quelques blancos sur une braderie à Évry dont il était maire » et de sa trahison du PS en 2017. Humainement, c'est pas terrible non plus. J'ai appris qu'il défend la corrida. Remarque, vu ce qu'il a fait à Benoît Hamon, on comprend qu'il aime ça, enfoncer des pics dans le dos. Alors, il a aussi été Premier ministre sous Hollande, où il a usé et abusé du 49.3. C'est d'ailleurs comme ça qu'il aurait eu ses 4 enfants. Après avoir réalisé que personne ne voulait de lui ici, il s'est barré de la politique. Il s'est barré faire de la politique en Espagne, pardon. Personne n'en a voulu non plus, donc il est revenu. Valls, c'est vraiment le mec toxique, vexé de s'être pris un râteau qui te dit de toute façon t'es moche, je trouverai mieux que toi. Puis qui après des mois de solitude t'envoie un message en mode coucou, ça va? Pauvre Valls, le PS ne veut plus entendre parler de lui, les habitants d'Évry ne veulent plus entendre parler de lui, les Barcelonais ne veulent plus entendre parler de lui, tout le monde le jette, c'est plus un homme politique, c'est un javelot, voilà. Le mec, c'est le Kasparov de la politique, un talent inné pour les échecs, mais il ne renonce pas. Merci. Mais il ne renonce pas à son retour d'Espagne. Il a tapé à toutes les portes en mode témoin de Jéhovah et il a fini par décrocher le poste de ministre des Outre-mer. Je pense que Macron a fini par céder à force d'avoir été harcelé par SMS, par mail. Il a reçu des courriers, des messages sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, copains d'avant. À mon avis, le président l'a nommé à ce poste pour être tranquille en l'envoyant régulièrement à plus de 8000 km de Paris. Alors... J'ai lu qu'à l'époque, des gens trouvaient des similitudes entre Valls et Sarkozy. Il y a de ça, même s'ils n'ont pas exactement eu le même rôle. Il y a un actif et un passif. Sarko a enculé tout le monde et Valls, c'est un peu l'inverse. Alors, on nous l'a aussi présenté comme un rempart à l'extrême droite. Non, c'est pas un rempart, c'est un pont-levis abaissé pour que l'ennemi puisse rentrer tranquille. La preuve, en 2023, il a participé à un grand débat organisé par Valeurs Actuelles, débat avec Jordan Bardella, Thaïs Descuffon et des proches d'Éric Zemmour.
Alors j'imagine la gueule du débat. Je pense que le danger, c'est les musulmans. Mais non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Le danger, c'est les musulmans et les woke. Vous avez raison. Ah, ça fait du bien, un débat constructif comme ça. Bon, qui veut du saucisson? Allez, hop. Alors, Valls a aussi déclaré récemment que la haine des juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, Hitler faisait ses 5 prières par jour. Et les camps de concentration étaient bâtis en direction de la Mecque. Alors... Moi, je pense que Valls, il sent qu'il va encore se faire virer. Du coup, il multiplie les déclarations racistes pour avoir une chance comme chroniqueur chez Pascal Praud. Alors, côté vie privée, Valls a déclaré que sa sœur s'était longtemps battue contre une addiction à la drogue. Chapeau à elle d'en être sortie. Moi, si mon frère c'était Manuel Valls, j'aurais du mal à arrêter de me droguer, honnêtement. Non, mais... Le mec, il est hors sol. Il a quand même déclaré au sujet de l'élection présidentielle « Je ne peux pas me désintéresser de 2027 ». Mais parce qu'il croit encore que les Français voudront de lui, Valls, c'est Francis Holm qui se prend pour le bachelor, vraiment. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Manuel Valls, je vous informe qu'il existe une biographie de Valls coécrite par Gilles Verdez. Oh, d'accord ? C'est pas une blague. C'est pas une blague. Gilles Verdez qui écrit ta bio, ça en dit long sur la vie que t'as vécue, quand même. Gilles Verdez qui écrit ta bio, c'est comme René Lataupe qui compose ton requiem. Tu vois, vraiment, c'est... Oh les amis, là, les Français, je sais pas ce qui vous attend en 2027, un Valls, Bardella, Retailleau, ça sent mauvais pour la gauche. Enfin, on se souvient que la gauche a gagné les dernières élections et que ça n'a rien changé. À croire qu'à droite, le concept de majorité, ils ont encore plus de mal à le comprendre que Jean-Marc Morandi. Florence Mendes, qu'on peut retrouver en spectacle les 4 dernières dates à Paris tous les mardis de juin au Métropole. Et je conseille toujours ton formidable roman Accident de personne. Mame Fatou Niang est toujours avec nous puisque je parlais du livre de Florence. Il est temps à présent de sonder un petit peu tes lectures, Mame Fatou. Je crois que Juliette t'a posé des petites questions. Yes. Je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance et ta réponse m'a fait sauter en l'air de joie puisque tu as répondu Bécassine. Bécassine, donc c'était c'est pas sympa. Ah non, pardon. Il s'est réveillé d'un coup, c'est bizarre. Tu vois, c'est le mec qui dort à l'arrière de la classe et qui répond. Et soit woke, voilà. soit woke. Il dit, stay woke. Donc Bécassine, scénarisé par une femme, ce que je ne savais pas, Jacqueline Rivière, et dessiné par un homme, Pinchon. Et c'est l'histoire d'une petite bonne bretonne qui vient se placer, enfin une petite fille de ferme qui vient se placer à Paris comme bonne, une exilée, donc... Est-ce que c'est en partie ça qui te touche chez Bécassine, en dehors du fait qu'elle est dessinée sans bouche et qu'on n'est pas sûr de savoir pourquoi? Moi, non, je pense. C'est pour empêcher Émeric de mettre des trucs dedans. Défends-toi, Émeric. Attendez, je suis nul en impro, moi aussi. Ah ouais? Ouais, si, c'était bien. Bien joué, frère. Très bonne répartie. Ouais. Tu te rends compte que les gens t'applaudissent pour ça quand même, hein. Ça ne le tire pas vers le haut du tout, hein. Non, non. Alors, Bécassine. Mais en fait, je me dis arrêtez de vous que... traiter comme ça. Non, mais je me dis juste que mes étudiants écoutent ça et que j'aurais vraiment du mal à la rentrée, à leur faire voilà, synthèse, les images, figures de style autour de Bécassine et on me sort... Voilà, donc je peux plus rien dire. Ça va leur donner envie de faire des études. Non, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, pourquoi c'est elle qui te reste de l'enfance Bécassine, parce que j'ai eu une enfance un peu compliquée et je trouvais que je sais pas, on m'avait donné un bouquin où j'avais trouvé ça à la bibliothèque et j'ai collectionné ça. C'est une des choses, voilà, qui m'est restée d'une enfance qui a été très très vagabonde, très voilà, très nomade. Et puis oui, elle a l'air un peu naïve, elle est un peu mais elle est gentille. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de touchant chez elle. Et je pense que je ne m'étais pas rendu compte avant très très tard qu'elle n'avait pas de bouche. En fait, je ne m'étais jamais rendu compte qu'elle était dessinée sans bouche. Et jusqu'à présent, ça m'interroge en fait. Alors, il y aurait une théorie qui dirait que c'était pour lui, comme elle est bretonne, qu'elle n'avait pas de bouche pour lui éviter de protester en breton. Justement, à une époque c'était interdit, voilà, parler breton ou cracher par terre. Voilà, donc hop, Bécassine, pas de bouche. Et ça n'empêche pas d'être une fille assez indépendante. Je t'ai demandé... expressive. Ouais. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie d'être une grande personne. Tu m'en as donné 2. Ségou, qui date de 1984 de Marie Scondé, qui est guadeloupéenne, et Une si longue lettre, qui date de 79, de la sénégalaise Mariama Ba.
Et tu m'as dit que c'était tes premières entrées dans les littératures africaines et caribéennes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux romans, en dehors d'une publication à peu près dans les mêmes années? Mais en fait, c'est des très très bonnes lectures pour vous, Mariam Abba, Une si longue lettre ou Ségou de Marie Scondé. On est quand même, surtout vous, moi ça a été un peu différent. Vous en France, on est plongé dans un programme. C'est un mot qui fait réfléchir en fait. Programmé dans un canon littéraire avec beaucoup de pères d'ailleurs, beaucoup d'hommes morts. Et c'était la première fois que je lisais des femmes qui me ressemblaient, qui ressemblaient à ma maman, et des femmes qui étaient belles, qui étaient fortes, mais pas que, qui étaient aussi fragiles, et que voilà, je trouvais que c'était une comédie humaine beaucoup plus élargie, et une comédie humaine qui faisait aussi la part belle à des choses qui n'étaient pas toujours vivantes, ou qui faisait la part belle, Alexis en parlait tout à l'heure, aux ancêtres, à d'autres manières de voir et de sentir, de toucher, de manger le monde. Donc voilà. Et enfin, je t'ai demandé quel livre te faisait rire. C'est toujours la question la plus difficile. Et un livre qui m'a donné envie d'être adulte. Et je t'ai dit... ah oui, c'est vrai que tu m'as précisé que tu n'étais pas du tout sûre d'être une grande personne. Que j'étais adulte. Oui. Et surtout, je t'ai parlé du livre qui m'a donné envie de ne jamais devenir adulte. Parce que les adultes étaient fous. C'était bien sûr Anne Frank. Me dire, mais ils sont malades. On va pas grandir. Elle n'est pas devenue adulte non plus, remarque. Non, mais c'est vrai. Aussi. Non, alors, si. Si. Oui. C'est de l'humour noir et en même temps c'est la réalité. C'est pas l'esprit de l'émission. J'ai trouvé que c'était l'esprit de l'émission, mais je suis peut-être pas bien placé. Et donc pour le livre qui te fait rire, tu m'as répondu. On n'est plus à l'antenne, écoutez, voilà, on peut continuer. La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, 1980. Vous avez en commun une chose, c'est la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, puisque le décor du livre, c'est la Louisiane. Qu'est-ce qui te fait plus rire chez Ignatius, qui est le personnage central, qui a un des gros problèmes de sociabilisation en règle générale? Est-ce que c'est son dédain ou est-ce que c'est son incapacité sociale? Alors je sais que je sens que vos banquiers ou vos fiancés ne vont pas vous aimer, parce que, ou vos amis, parce que je vais vous faire acheter beaucoup de livres. S'il vous plaît, allez acheter ce livre, La Conjuration des imbéciles. Et si vous lisez en anglais, achetez-le en anglais, The Confederacy of Dunces. C'est complètement fou parce que c'est un livre qui a été édité dans l'université où j'ai fait mon doctorat et je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'un ami qui est là d'ailleurs, je sais pas, il est Baptiste qui est là, m'en a parlé. Je l'ai lu et relu et il est juste incroyable, il est drôle. Je l'ai lu 3 fois, je l'enseigne et je pleure de rire. C'est drôle. Et en fait, il pourrait être là. Il pourrait être... on m'avait dit de pas taper. Oui. Sauf si t'es énervé. Mais là, t'étais un petit peu énervé. Mais si je suis énervée, c'est de l'émotion. Si je suis là, je suis heureuse. Mais il est juste... Et c'est drôle, c'est tragique. Et c'est juste un témoignage absolument hilarant, décapant, mais tellement vrai sur notre époque. Et pouvoir parler de choses dures en riant, c'est ce que vous faites. Merci pour cette belle transition. Et c'est en plus le livre préféré de Pierre-Emmanuel Barré. C'est vrai, Et voilà. Achetez-le. Merci, Mme Fatou-Niang, pour tous ces conseils. Merci à tant de beauté, tant de grâce, tant d'inspiration. Merci pour ça. Tant de beauté, tant de grâce, tant d'inspiration. Les gens quittent la salle et c'est bien dommage. Parce que de la grâce, de la beauté, de l'inspiration, c'est maintenant, c'est Aymeric Lomprey. Allez, l'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui prend un Dexta et qui dit merde, ça monte pas, alors il en prend un deuxième. Mais il fallait pas en prendre un deuxième. Et après, il meurt d'une overdose en s'étouffant dans son vomi. Pas le moral en ce moment. Ouais. Non, alors bonne nouvelle sur la loi de fin de vie, elle est passée. Alors je dis bonne nouvelle parce que les Républicains, le RN, étaient contre. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas une mauvaise loi, quoi. Vous voulez du sperme glacé? Non. Ouais, mais Zemmour, il aime pas. Allez. Non, alors il y a plein de conditions, hein, bien sûr. Déjà, il faut que le médecin il soit d'accord. Hein, voilà, parce qu'il a le droit de refuser, le médecin, c'est normal. Il a le droit de dire non, mais pour moi là c'est un caprice. Hein. Non. Voilà, regardez l'ongle, il bouge encore l'ongle. Hein. Faut endurer une souffrance physique ou psychologique insupportable, mais irréversible. Donc pour les auditeurs de France Inter, ça compte pas. Parce qu'ils peuvent venir sur Nova, et après ça va mieux. Faut également souffrir d'une affection grave, comme par exemple être fan de Laurence Ferrari. Voilà. Et incurable, comme par exemple être Laurence Ferrari. Et enfin, faut pouvoir exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Donc ça exclut tous les gens qui disent au jour d'aujourd'hui,
et ou qui peignent des figurines. Peut-être il y en a autour de la table. Du coup, moi, je vais réfléchir et je vais profiter de notre grande écoute. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est un carton. Hein. Notre émission, c'est un carton. Hein. On est carton de l'année, premier podcast de France sur les 3 premiers quarts d'heure cumulés d'écoute en flux tendu. Et tout ça sur l'heure glissante. Hein. Donc, on est juste derrière l'histoire du crime et le crime de l'histoire. Je bute l'invité, on passe devant. Hein. Non. Donc, je vais vous donner mes consignes pour quand va falloir me débrancher. Voilà, s'il m'arrive malheur. Non, parce que je connais Pierre, si j'ai une jambe dans le plâtre, il va être là. C'est bon, il est terminé, lui, non? Non, c'est pas suffisant, Pierre. On est en 2025, ça se soigne très bien. Donc, je choisirai que quand je veux partir. C'est fou, parce qu'avant, on pouvait pas choisir. Tu sais, on était là, mais non, mais il va vivre jusqu'au bout, Mathieu. Hein, Mathieu? 3 clignements de deuil, ça veut dire oui. Hein, tu veux que je te mette quoi à la télé? Un porno équestre? 3 clignements de deuil, ça veut dire oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse la piqûre fatale? 3 clignements de deuil, c'est un non. Donc moi, s'il m'arrive malheur, hein, par exemple, j'ai marché trop vite et mon cœur s'est arrêté, sachez que je vais pas attendre de parler avec l'œil pour partir. Alors, dès que je commence à tenir des propos incohérents, que j'ai besoin d'un coussin pour mes hémorroïdes et que je deviens de droite, squig. Hein, si c'est pour finir comme Pierre-Emmanuel, c'est pas la peine. Donc ma dernière volonté avant de partir, je souhaite aux 199 députés qui ont voté contre une infraction grave et incurable avec des souffrances physiques et psychologiques insupportables et irréversibles de crever. Voilà, vous verrez que même les cons peuvent changer d'avis. Merci de m'avoir écouté. Merci Émeric Lomprey, que vous pouvez retrouver un petit peu partout en France en spectacle, en tournée. On est encore pour quelques secondes avec Mame Fatou Niang et ça tombe bien, on a quelques petites dernières questions à te poser. Allez Pierre-Emmanuel, une question. Oui. Tu dis que les hommes non blancs ont longtemps été représentés dans l'art comme des animaux pas très futés. Est-ce que tu dirais qu'Émeric lutte pour l'égalité? J'ai le droit à un joker ou pas? Il y a un seul joker, hein. Tu l'utilises maintenant? Non, je l'utilise. Émeric. Dommage. Dommage. Peut-on être de gauche et aller à Roland-Garros? C'est pour un ami. Bah, si on a le ticket gratuit, ça compte si ou pas? c'est gratos. Bah, mon ami cherche un ticket gratuit. Juliette. On te demande à toi de proposer une femme noire pour être le buste de la prochaine Marianne. Qui choisis-tu? Ah oui. Elle a utilisé son joker. Ouais. Donc, t'as le droit de dire falloir moi. y aller. J'aurais peut-être dit ma maman, mais en même temps, ouais, peut-être ma maman. Allez. Elle est belle, elle est grande. Dernière question, tu préfères boire un spritz avec Éric Ciotti ou manger des clous avec Christiane Taubira? J'ai mangé vendredi un chep avec Christiane Taubira. Ça ne répond Alexis, pas mais pour de à la question. Mais merci quand même, Mame Fatou, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci, Mame Fatou Niang. Suivez son travail. Merci à ton invité, Alexis Peskin, que vous pouvez également retrouver sur Internet dans les galeries. Marie Trévert, Florence Mendes, Audrey Vernon étaient avec nous. Merci à toute l'équipe de l'Européen, Sèvres, Vincent, Barnabé, Lindsay, Julia, toutes les équipes techniques de Radio Nova, Frédéric Antelme qu'on embrasse. Malo, notre réalisateur, assisté de Corto. Paul à la technique, Christian à la prod musicale, Mano et Loris pour la production. Colline, Élise, Nilon, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Les équipes de Goodway, vidéo, Benjamin, Alban, Adrien. Merci au rédacteur en chef Ramzi Assadi. C'est son anniversaire vendredi, n'oubliez pas. Et merci à Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, gardez le moral. Et vivement la dernière. La dernière.